C'est mercredi et nous sommes très heureux de vous avoir dans cette émission pour parler des enjeux du leadership des nouveaux maires à l'épreuve, eux qui sont à l'épreuve de cette installation au-dessous de la loi. Quelle marge de manœuvre quand la loi vous impose à vos pairs d'un même conseil et comment y remédier? Vous êtes donc sur le canal qui fait le débat du développement. Bienvenue et merci d'être avec nous. Mes invités dans cette émission sont trois. D'abord, l'un des visages de la presse et des cadres même de la décentralisation, on peut le dire ainsi, Franck Kenevom. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour. Le deuxième visage, lui, il a été responsable de SOS Civisme Bénin, un des anciens acteurs de la société civile parmi les jeunes acteurs, bien évidemment, Souleymane Koto-Irima. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Bonny. Et puis l'enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi en histoire de l'économie, mais aussi élu communal à Dassa, Dieudonné Haro. Bonjour. Bonjour, cher ami Latifou. Les passations de service, toutes les passations de service, cette formalité-là est censée déjà avoir été faite un peu partout. Les élus, donc, les maires sont désormais face à leur destin, mais surtout face à leurs nombreuses promesses. Vous avez suivi par quels moyens ils ont été pour la plupart installés. Alors, cela change-t-il la donne? C'est un souci de recourir par exemple à la loi pour se voir être installé parmi les conseillers. On commence par vous, Koto-Irima. Merci beaucoup, monsieur Bonny. Effectivement, c'est extraordinaire ce que nous avons vécu au cours de ce processus électoral, qu'on ait démarré un processus avec une législation qu'on ait été obligé de modifier en cours de chemin parce que les acteurs politiques n'arrivaient pas à s'accorder sur le minimum. Nous avons fini, en tant que population, de faire notre choix. Il était de bon ton que les acteurs politiques aussi puissent s'entendre pour pouvoir s'accorder sur le minimum commun pour le développement de nos communes. Mais hélas, dans pratiquement plus de la moitié, 60% des communes, on n'a pas pu s'accorder sur ce minimum-là. On a dû recourir aux législateurs pour pouvoir décanter la situation. Situation qui, d'une manière ou d'une autre, a trouvé une solution, mais qui peut être une source de blocage au sein des conseils communaux parce que les élus peuvent ne pas se sentir concernés par l'exécutif qu'ils ont à leur tête et ne pas vraiment faire le travail qui devrait être celui du développement de la communauté, celui de l'intérêt commun qui devrait nous guider. C'est dans ce contexte que nous avons aujourd'hui nos 77 maires. Les réalités seront différentes d'une commune à l'autre. Nous allons vivre d'une manière ou d'une autre des tensions au sein de certains conseils communaux. Nous allons vivre de l'apaisement dans d'autres. Et il y a ces conseils qui sont installés dernièrement où les acteurs peuvent, après l'installation, se retrouver pour s'accorder sur ce que c'est l'essentiel, ce n'est pas la politique. L'essentiel maintenant, c'est de rendre le service public à la portée des populations et c'est le minimum qu'on puisse leur souhaiter parce que nous avons vraiment besoin pour les 6 années à venir de changer le visage de nos communes, de faire en sorte que la décentralisation puisse progressivement commencer par montrer les couleurs du développement de nos différents territoires. Avant de revenir bien évidemment aux enjeux, peut-être ce management rigoureux qui va permettre à certains de reprendre la main, on va s'attarder, vous dites bien évidemment qu'on a dû recourir à la loi. Vous acteurs, vous avez senti effectivement que c'est plutôt à l'une de vos insuffisances que la loi est venue, on va dire, réparer? Merci, cher ami Latifou. Et je crois que, tel que vous le dites, c'est à l'une de nos insuffisances. Insuffisance parce que, vous voyez, depuis 17 ans, nous avons appris à faire la politique d'une certaine manière. Et les querelles d'intérêt personnel, chacun cherche à se faire valoir. Et dans cet environnement-là, cette culture politique que les différents acteurs avaient depuis environ 17 ans n'avait pas pu être délaissée. Et donc, quand on a fini les élections, et il fallait élire les maires, on a constaté tout de suite que
ces intérêts égoïstes, personnels ont commencé, donc les vieux démons ont commencé par refaire surface. Et tout de suite, le législateur a constaté que l'esprit de sa loi n'est pas compris par les acteurs politiques, et donc il faut recentrer le débat, il faut ramener les gens à la même compréhension des textes pour permettre que l'opération se déroule normalement. Alors, vous, Franck Kenevo, de quel œil avez-vous suivi tout ça quand vous voyez, bien évidemment, on va dire, les partis politiques être bloqués au point où on n'est pu aller à l'Assemblée avant de les donner un coup de pouce? Comment est-ce que vous avez vécu tout ça? Merci beaucoup. Je pense qu'il faut recentrer ce qui s'est passé dans le contexte de la réforme du système partisan. Si vous ne lisez pas ça à l'aune de cette réforme, vous ne pouvez pas comprendre ça. Premièrement, je pense qu'en matière législative, il est possible que les législateurs interviennent à tout moment pour préciser ses intentions. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, le législateur a mis des dispositions réformatrices qui n'ont pas été clairement expliquées. Si vous prenez l'article 189 du Code électoral du 15 novembre 2019, vous verrez que cet article veut absolument permettre à la liste majoritaire, au parti qui est sorti absolument majoritaire des urnes, de contrôler la commune de la tête jusqu'au pied. Mais il s'est fait que dans la pratique, sur le terrain, il y a eu des cas d'école que le législateur n'avait pas précisés. Du coup, il y a eu deux cas d'école essentiellement, c'est que les membres de la liste majoritaire votent contre le candidat présenté par le parti. Et deuxièmement, dans certaines communes, c'est qu'il y a plus d'une candidature, ce qui, dans l'esprit et la lettre de l'article 189, n'était pas possible. Donc, du coup, il était intéressant pour le législateur. Vous savez, vous pouvez commencer un procès avec une loi et terminer le procès là avec une autre loi. Mais ici, il n'est même pas question de changement de loi. Il est question d'interpréter la loi. Et là où il y a eu des changements, c'est vraiment... je sais qu'en principe, ce n'était pas nécessaire, mais c'est comme une conséquence à ce qui a été interprété par le législateur. Donc ça, pour moi, s'il n'y avait pas eu cette loi, interprétative et complétant le code électoral, on aurait eu des blocages assurément dans certaines communes. Des communes seraient sorties de ce processus sans leur exécutif en place. Donc du coup, je pense il y a des voix qui ont estimé qu'il faut laisser la Cour suprême être saisie, mais nous tous, nous savons que au pire des cas, la Cour suprême va renvoyer ces formations politiques devant les électeurs encore. Est-ce que c'est ce qui est souhaitable? Est-ce que c'est pas plus simple que le législateur clarifie son point de vue en prenant une loi? Je pense que on peut critiquer le fait que la loi, il y a eu une législation ultra petite au-delà du sujet d'interprétation. Mais si vous regardez avec recul, c'est que dès lors qu'on a donné ce rôle prépondérant aux partis politiques, au détriment, il faut le dire, et c'est déplorable, du conseil communal au municipal, il faut s'attendre à ce que ces conseillers qui constituent le collège puissent avoir des réactions. Et donc, le législateur, voulant anticiper sur ces réactions, est allé toucher les dispositions concernant la destitution et autres pour qu'il y ait une cohérence législative en la matière. Mais je pense que globalement, ce qui a été fait, c'est pour confirmer le choix des électeurs. Ce n'est pas pour imposer, parce que si vous regardez bien, la législation antérieure devrait permettre, prenons les partis politiques qui étaient en liste, FCBE, BR et UP, on va assister
à des endroits où FCBE sort absolument majoritaire des urnes, mais ne va pas contrôler la commune. Il y a d'autres endroits où les querelles entre UP et BR allaient profiter au FCBE. Donc, il y avait une situation où la première majorité, qui est quand même une majorité qu'on doit respecter, la majorité qui sort des urnes doit être respectée. On peut assister à une recomposition de majorité plus tard, mais dans l'immédiat, on doit respecter ce que l'électeur a dit. Et je crois que c'est ce que le législateur a essayé de faire. Maintenant, on peut critiquer. Moi-même, j'ai eu à critiquer certaines dispositions, mais j'étais convaincu que s'il n'y avait pas une intervention du législateur, il y aurait eu de blocage. Alors, c'est vrai qu'au niveau des OSC, les gens ont été quand même un peu durs, peut-être à raison. Certains carrément même utilisant l'image d'un jeu commencé, effectivement, avec des règles qu'on modifie à la suite. Oui, bon, moi je ne suis pas dans ces petits jeux, je ne veux pas m'y mettre, mais je souhaite rebondir d'abord rapidement sur ce que M. Kenevo vient de dire par rapport aux 2 cas d'école qu'il vient de donner, que je pense que on n'avait pas besoin d'une nouvelle législation pour vraiment remédier à ça. Vous voyez, le premier cas d'école où au sein d'un même parti majoritaire, les gens désignent un candidat contre lequel on vote. Ça pose juste un problème d'idéologie au sein du parti politique et vraiment de confiance au sein du bloc, de cohésion d'équipe au niveau du conseil communal, au niveau de ce parti politique. Voyez-vous, nous avons fait un combat ensemble dans nos différents arrondissements. Nous nous sommes retrouvés pour désigner celui qui devrait conduire notre liste parce qu'au final, nous avons eu la majorité au sein de notre conseil communal. L'esprit militant devrait nous pousser à nous entendre sur ce minimum-là pour dire voilà ceux qui sont à même. Démocratiquement, on est à même de le faire au sein des partis politiques. Mais le problème s'est posé pourquoi? C'est dans la droite ligne de la réforme des systèmes partisans. Aujourd'hui, nous avons des partis politiques où il n'y a pas encore l'esprit militant qui est bien assis parce que c'est de micro-partis qui se sont retrouvés au sein de ces partis. Et chacun cherche à pouvoir consolider sa parcelle de pouvoir au niveau des communes afin qu'ils puissent avoir l'influence au niveau national. C'est le problème auquel nous nous sommes confrontés les 2 dernières semaines au niveau des partis politiques, au niveau des conseils communaux. C'est ces tiraillements à l'interne qui ont fait que nous n'avons pas pu aboutir à un minimum sur lequel un parti qui est sorti majoritaire... Ce que vous dites clairement, c'est que le problème aurait pu être géré à l'intérieur de chaque parti politique. On devait pouvoir trouver des solutions à ce problème. Mais malheureusement, il nous faut... Oui, ce n'est pas évident parce que nous n'avons pas encore des partis politiques. Pour le moment, les gens n'ont pas encore trouvé la cohésion qu'il faut. Vers le haut, mais il faut aussi regarder le problème du haut vers le bas en interpellant la discipline partisane. Parce que si votre responsable désigne quelqu'un, mais c'est eux qui vous ont désigné en tant que candidat. C'est pas X, Y qui se sont auto-désignés comme candidat de telle liste. C'est la hiérarchie qui vous a désigné comme candidat. Mais si cette hiérarchie désigne quelqu'un comme maire, vous pouvez faire le débat à l'interne. Vous pouvez vous engueuler comme vous voulez. Mais quand vous venez en salle et que vous votez contre la personne, la conséquence c'est que vous faites courir le risque à votre parti de perdre le poste de maire. Parce que si... Non, il n'y avait aucun risque à ce niveau. Parce que l'article 189 est formel. Si vous avez la majorité absolue, il n'y a aucun moyen pour que quelqu'un d'autre puisse l'article 189 parle de présenter. Oui. Donc, présenter, on peut présenter dans un autre camp. Il faut que ce soit le parti qui le présente. Oui, le parti qui le présente. Dans un autre camp, dans un autre... C'est vrai que le cas de Parakou vient comme un cas d'école qui chamboulait... Vous prenez Parakou, s'il n'y avait pas eu cette loi-là, c'est pas évident que M. Aboubakar Yaya passe. Alors, une question alors à Dieudonné Ao, cette question-là, c'est finalement que, est-ce que de l'intérieur, vous avez effectivement vu les choses s'échapper, on va dire, aux partis politiques? Sinon aux responsables des partis politiques, qui n'avaient pratiquement plus la maîtrise si vous voulez, des conseillers.
qui pourtant au départ, comme le rappelle Kenevo, la candidature d'abord est partie, sinon elle a été accordée par les responsables. Pourquoi à ce niveau alors le contrôle a échappé aux partis politiques? Oui, merci. Et tel que je le disais tout à l'heure, c'est une question de discipline partisane que les Béninois, les acteurs politiques que nous sommes, n'avons pas encore jusqu'à présent. Et donc, ça ne pouvait pas venir du jour au lendemain. Parce que il faut aller voir aussi comment au sein des partis, la campagne électorale a été menée. Il y a des endroits donnés dans certaines communes où les candidats se sont vus à peine 2 ou 3 fois avant de finir les élections. Et donc chacun allait dans son sens. Mais le résultat final a été présenté comme le résultat du parti. Et donc dans ces conditions-là, ce n'est pas évident que les tiraillements internes soient tus au profit du parti politique. Et donc, les responsables au haut niveau ne pouvaient non plus contrôler ces élans qui se constituaient, qui se manifestaient à l'interne. Moi, je dis la meilleure façon, puisque c'est une affaire de culture politique. Et nous sommes dans un environnement de réforme et il faut aller pas à pas. Il faut aller doucement, il faut obliger parfois les acteurs politiques à se mettre au pas. Et la loi interprétative est venue mettre les acteurs politiques au pas. Et je crois que c'est la meilleure solution que nous pouvons avoir pour décanter ces situations. Sauf que nous sommes d'accord que la loi, sans doute, ne règle pas, on va dire, les questions de sentiments. Les velléités, forcément, peut-être se contiennent, mais ne se taisent pas. On est en droit de craindre, sans doute, des crises. Bon, les crises, je ne sais pas, il n'y a aucun moyen pour éviter les crises. Tel que c'est dit tout à l'heure, il arrivera un moment où dans le fonctionnement, des gens qui ne veulent pas se sentir aujourd'hui peuvent accorder les violons par la suite. Mais il y a des endroits donnés, figurez-vous, quand on parle de désignation, moi je ne sais pas s'il y a un autre mot plutôt pour qualifier l'acte qui a été posé. Parce que même au lendemain du vote de la loi, mais les responsables des partis politiques ont dû se référer à la base. Ils ont dû écouter la base. Et pendant cette période de la campagne, il y a des gens forcément qui ont été déjà identifiés par les populations qui ont voté massivement pour tel ou tel parti. Et des gens avaient déjà été pressentis. Et donc, c'est sur la base d'une certaine enquête que l'information a remonté vers le haut, vers les bureaux politiques, pour que les listes conçues et envoyées au préfet soient faites. Donc, à ce niveau, s'il y a même des ressentiments, je crois que c'est des situations qui seront évacuées très rapidement pour que les conseils puissent fonctionner. Encore que les maires élus ou désignés aujourd'hui ne vont pas fonctionner, ne vont pas travailler sans boussole. Ils seront encadrés, ils seront accompagnés par les partis politiques et donc les crises qui vont naître pourront être gérées au mieux pour permettre à la population de bénéficier vraiment des efforts de la décentralisation. Dieudonné Ao parle du recours à la base, du recours aux données donc, du terrain par les partis politiques, sauf qu'on a remarqué que beaucoup, ou sinon plusieurs maires bloqués au premier tour avant la modification de la loi ont été tout simplement réinvesti par les partis. Ça dénote peut-être d'un fossé, de ce qu'on pourrait appeler fossé. Les populations sont pour, les membres du conseil pas forcément. C'est possible, comme le contraire aussi est possible, que ce soit les populations qui sont pour, mais que les conseillers ne soient pas d'avis, ou que les conseillers aient une meilleure visibilité ou une meilleure connaissance des profils des gens qui vont pouvoir les gouverner. Voyez-vous, ce que nous avons vécu
bon, je suis surpris qu'on dise qu'il y a eu des consultations à la base, sur cette période-là. Et tel que vous venez de le souligner, il y a des gens qui ont été foncièrement rejetés, il y a des gens qui ont été fortement soutenus par des populations, mais qu'on n'a pas vu désignés comme des maires. Et nous avons l'élément le plus patent, c'est l'interview de M. Zoumaro Wallis Adjougou qui se plaignait de ce que, en tant que coordonnateur, il n'ait pas été consulté, par exemple, par son parti, le Bloc républicain, dans le choix qui a été opéré pour la désignation du conseil communal, de l'exécutif du conseil communal de Djougou. Ça, c'est des cas que nous avons sur lesquels nous pouvons nous prononcer. Voyez-vous, si nous prenons le cas de Cotonou, il est arrivé un moment où des gens ont fait du bruit pour dire c'est X ou Y qui sera, mais on a battu par exemple campagne en disant que M. Atropo veut être maire de Cotonou. C'est le visage. C'est le visage qu'on a vu. Donc, les populations auraient voté peut-être parce que c'est Atropo qui venait. Parce que c'était ce visage. Si on faisait un autre choix, si le parti faisait une autre option, est-ce qu'on ne mettait pas ce choix de la population en difficulté? Et donc, c'est tout un scénario qui s'est déroulé sur lequel vraiment il y a beaucoup de matière à dire. Moi, je pense personnellement que c'est un échec des partis politiques qu'on soit arrivé à cet extrême-là. Ils auraient pu trouver dès le départ les moyens pour pouvoir clairement dire c'est elle qui est le candidat du parti au poste de maire, en tout cas de tout l'exécutif communal. Là où il faut s'entendre, il faudra pouvoir aller en discussion. Par exemple, M. Kenevo parlait de la majorité choisie par les populations. Oui, les populations ont choisi une majorité, mais à des endroits donnés, ce n'est pas cette majorité sortie des urnes, par exemple, qui occupe l'exécutif communal, parce que des partis ont coalisé pour pouvoir battre cette majorité. Il y a des endroits où les FCBE, là où elle n'est pas absolue, oui, là où elle n'est pas absolue, cette majorité n'est pas représentée, par exemple, au sein de l'exécutif communal. Vous voyez-vous, simplement au nom de la loi. Alors que le minimum aurait voulu... Oui, au nom de la loi, bien entendu, parce que les gens auraient pu s'entendre avec ce parti également pour pouvoir constituer l'exécutif communal. Non, le fait mais de simplement parler de majorité, oui, ça tronque non, les non, choses. il y a la majorité absolue, il y a la majorité. Parce que nous sommes dans une élection où c'est l'arrondissement qui est la circonscription électorale. Oui. Et donc, quand vous venez en tête, ce n'est pas que vous êtes venu en tête dans tous les arrondissements. Non. Vous êtes venu en tête dans certains arrondissements, d'autres sont venus en tête dans d'autres arrondissements. Mais quand vous avez la majorité absolue, c'est que vous êtes venu en tête. Vous avez fait un score acceptable dans tous les arrondissements. Et donc, la loi vous donne l'habilitation pour gérer la commune depuis la tête jusqu'en bas. Mais lorsque vous avez une majorité relative, oui. La majorité relative n'est pas prise en compte simplement parce que si nous sommes dans un cas où on a peut-être 12 conseillers au niveau communal et que si on divise, si on a un parti qui a 4, l'autre à 5 et l'autre à 3, il n'y a pas une tendance clairement dégagée. Exactement. Donc, la loi ne s'occupe pas de ça. C'est au moment de l'interprétation que les députés ont estimé que dans une démarche de stabilité, on peut permettre à 2 ou 3, ils n'ont pas limité le nombre. C'est sur le terrain qu'on a vu que les deux partis au pouvoir se sont entendus au détriment des FCBE. Mais la loi permet que 2, 3 puissent signer l'accord de gouvernance communale. Oui. Mais ce que je voudrais dire, et qui est important, c'est que le législateur doit poursuivre les réflexions pour trouver une formule permettant au conseil communal ou municipal de ratifier la décision prise par le parti politique, la décision de présentation de candidature. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte territorial où les deux organes de la commune, c'est le conseil communal ou municipal et le maire.
Alors, à mon avis, désigner le maire, désigner les adjoints au maire, les chefs d'arrondissement, sans que l'organe élu qui est chargé de gérer, d'administrer la commune, ne ratifie ces désignations, ça me pose un problème. Parce que la loi fait clairement état de la responsabilité du maire devant le conseil communal municipal. Et donc, c'est en vertu de cette responsabilité que le conseil peut décider de le démettre, de le destituer. Donc, il fallait trouver. C'est vrai que moi-même, dans mes 4 murs, j'ai cherché une formule pour permettre au conseil de ratifier la présentation du parti politique sans qu'il y ait possibilité de remettre cette présentation en cause. Je n'ai pas trouvé. Mais on prendra le temps de réfléchir pour trouver une formule de sorte que la désignation vient au préfet. Le préfet ne va pas seulement lire ça et finir la séance, mais trouver une formule pour que le conseil s'identifie à cela. Mais je pense que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, peut-être qu'on n'aurait plus besoin de cette formule-là, parce que la culture des partis politiques se serait enracinée, et donc on n'aurait plus besoin de ces cas extrêmes, parce que les partis sont jeunes. On a besoin de les renforcer au début, mais après, ça ne sera peut-être plus nécessaire. Donc, il faudrait comprendre que depuis le début de la réforme du système partisan, le législateur veut nous amener quelque part. Et il poursuit son chemin. Et donc, si vous ne lisez pas les lois et les modifications, les interprétations de la loi à l'aune de ce processus, vous allez réagir. Regardez par exemple, aujourd'hui, si un maire part de son parti, le parti qui lui a permis d'avoir ce mandat-là, le parti est en droit de demander sa destitution. C'est quand même des actes forts d'émission des partis politiques dans la gestion de la commune locale. Et donc, l'autre chose, mes collègues en ont parlé, c'est que si vous imposez un exécutif, alors que l'organe délibérant n'a pas été associé, n'a pas ratifié, alors si le maire commence par introduire des communications en conseil communal ou municipal et que c'est rejeté, on a vu à Lokossa où pendant près de 2 ans, il n'y a pas eu une seule délibération. Donc la commune était paralysée. Donc il y a ces cas de figure-là. Il faut que les partis politiques commencent par à réfléchir à comment les gérer. Il faut que les maires désignés, parce que le cas se posera peut-être plus pour les maires désignés, surtout ceux qui ont récolté un vote de rejet avant ensuite, la loi interprétative. Donc, il faut que leur leadership parle, leur capacité de management s'exprime. Parce que si on peut parachuter quelqu'un qui va réussir à convaincre les gens, dans la pratique, l'homme n'est pas un robot, l'homme n'est pas un animal. On peut discuter et s'entendre pour dire vraiment nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de faire décoller notre commune. Donc, vraiment, les partis politiques doivent aussi travailler à ça, mais les maires ont la lourde responsabilité de faire oublier cette période où certains conseils vont se sentir un peu frustrés parce que la loi est venue d'en haut pour leur imposer silence et exécution. Alors, vous percevez aussi ce risque-là d'un embrasement de blocage et peut-être de crise dans les conseils? Bon, peut-être que ce que j'ai dit en 2 mots, c'est ça que mon ami a développé, puisque j'ai dit, ce n'est qu'une culture partisane. Nous sommes entrés dans un processus et le processus
suit son cours et va atteindre une maturité qui va permettre à chacun de se sentir à l'aise au sein de son parti. Parce que c'est une affaire de discipline partisane que nous n'avions pas depuis qu'on a commencé le processus de la décentralisation. C'est le plus fort ou financièrement plus fort qui arrivait à imposer son veto. De toute façon, il avait son parti. On a vu comment ça s'est passé depuis 17 ans jusqu'à aujourd'hui. On a vu des gens se faire élire sur une liste et devenir maire sur une autre liste. Et aujourd'hui, nous sommes dans un processus et j'ai été très heureux d'entendre mon ami Franck dire que c'est un processus. Le législateur a voulu nous conduire vers un horizon et il faut pouvoir suivre la dynamique pour pouvoir comprendre. Et d'ici à 5 ans, d'ici à 10 ans, d'ici à 15 ans, peut-être qu'on n'en aura plus besoin pour que les gens se sentent à l'aise dans la gestion de nos communes. On n'en aura plus besoin pour que les gens identifient par eux-mêmes les leaderships qui peuvent s'exprimer à différents niveaux. Mais aujourd'hui, on est obligé d'accompagner pour arrêter les différents élans qui risquent de perturber un processus qui doit pouvoir suivre son cours pour le bonheur de nos populations. C'est un contexte qui complique, on va dire, sans doute les débuts à ces maires-là, surtout. Non, ça ne complique pas justement les débuts. Au contraire, ça facilite ces débuts parce que il a dit tout à l'heure, l'homme est un animal changeant et les maires imposés peut-être aujourd'hui entre griffes tels que vous le voyez ou désirez, ces maires peuvent d'ici à 2 mois, 3 mois surprendre agréablement et faire décoller les communes et amener les autres membres des conseils à travailler en bonne intelligence pour atteindre les objectifs fixés par le conseil. Donc je trouve que c'est indispensable pour le moment parce que autrement on serait présentement en train de vivre une situation de blocage. Et ça profiterait à qui ça pouvait profiter, mais le législateur et tout le monde, les gens ont trouvé juste de pouvoir donner ce coup de main pour permettre au système de continuer son chemin pour qu'on aboutisse aux résultats que nous avons aujourd'hui. Suleiman, début poussif, début difficile pour certains maires. D'abord parce qu'il faut aller en campagne, gagner les cœurs de son conseil communal. Absolument, je le disais dans ma première intervention, il y aura des conseils communaux où ça va être difficile au démarrage parce que les frictions sont telles qu'il faudra remobiliser les énergies, remobiliser les hommes pour pouvoir vraiment voir les décisions passer. Parce que Franck en parlait tout à l'heure, si vous avez un conseil communal où les gens ne se sentent pas concernés par l'exécutif qui est là, de tout le temps vous aurez que des blocages. Où les gens vont considérer le maire comme l'homme du parti. Ils vont considérer comme l'homme du parti, mais aussi comme l'homme à abattre au niveau local, parce qu'ils ne se sentent pas concernés, ils ne se voient pas en lui. Et donc, toutes les décisions qui vont venir en conseil communal vont probablement être rejetées. Et c'est là que le maire doit pouvoir trouver dans ses aptitudes personnelles pour pouvoir remobiliser les hommes, d'abord au sein de son conseil communal. Parce que s'il y a des frictions au niveau de votre conseil communal, sachez que votre administration même a de frictions à l'intérieur. Donc il faut d'abord travailler à remobiliser le conseil communal, ne serait-ce que pour avoir la majorité qualifiée qui vont faire passer les décisions lors des sessions du conseil communal, faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent se retrouver en vous, parce que vous n'êtes plus le leader du parti qui a été désigné, mais vous êtes le leader de la population de votre territoire qui doit pouvoir s'identifier en vous et pouvoir vraiment vous suivre dans vos prises de décision, dans vos actions que vous entreprenez. Et donc, absolument, dans certains conseils communaux, nous aurons ces difficultés-là. Et nous aurons surtout ces difficultés là où les maires voudront faire le malin. Parce que c'est aussi ça. Vous appelez le malin quoi? Oui, voyez-vous, il y a des gens qui pensent que c'est eux qui connaissent tout, qui peuvent déjà tout régler et qui ont le soutien de l'exécutif du parti.
au niveau national. Même pas du président de la République, de simple fait de penser que mon parti me soutient au niveau national suffit pour me gonfler les ailes et penser que je peux tout me permettre. Et dès que vous commencez avec ça, sachez que les premiers mois, les gens vont vous faire un peu de cadeaux, vont vous observer, peut-être la prochaine session, ils vont vous concéder un certain nombre de choses. Mais si vous continuez dans cette tendance-là, dans les mois sur les prochaines sessions, rassurez-vous, on va régulièrement vous bloquer au sein du conseil communal. Vous n'allez pas pouvoir prendre des décisions qui vont peut-être permettre de changer, puisque dans tous les cas, c'est de nouveaux exécutifs que nous avons. Il y a des choses qui auront besoin d'amélioration. Il y aura peut-être nécessité d'aller à des collectifs budgétaires. Si vous êtes bloqué, quelles que soient les ambitions que vous avez pour votre territoire, vous ne pourrez pas les déployer, parce qu'il y a d'abord ceux qui délibèrent, avec qui vous devez pouvoir vous entendre. Et l'administration communale également, tant que le conseil communal ne fonctionne pas, tant que le maire n'arrive pas à avoir l'autorisation, l'administration se retrouve bloquée et au final, on ne fonctionne qu'au ralenti. On va gérer des affaires courantes. Pendant 2 ans, on a Franck a donné le cas de l'Okosa et il faut éviter dans l'absolu ça. Mais dans le même temps, il y a de ces maires qui vont trouver la clé pour pouvoir remobiliser leur conseil communal, pour pouvoir mettre les conseillers devant leurs responsabilités. Parce que la responsabilité, ce n'est plus celle du maire seul. C'est que tout le monde devient redevable à la population. Parce qu'ils nous ont mandatés pour que nous puissions améliorer leurs conditions de vie et de travail. Donc, ils doivent pouvoir s'entendre. Il y a de ces maires qui vont pouvoir trouver ces mécanismes-là pour remobiliser l'ensemble de leurs troupes pour que nous puissions aller au développement. Parmi ceux qui ont été élus normalement avant la loi interprétative et complétive, nous supposons qu'ils ont pu véritablement s'entendre et trouver un minimum d'accord pour pouvoir désigner les exécutifs et donc a priori il y aura un apaisement dans la mise en œuvre de leur politique de développement à ces niveaux-là. Mais l'humain est changeant, comme on l'a dit, il faut veiller tout le temps à créer la cohésion qu'il faut au sein des conseils communaux, à veiller à ce que le développement, les prises de décision puissent équilibrer le développement des différents territoires. Sinon, à moyen et long terme, on sera encore bloqué. Alors, j'aimerais rebondir rapidement sur l'intervention de Franck par rapport à la réforme du système partisan et tout ce que ça peut engendrer. Voyez-vous, c'est justement en entrant dans cette dynamique-là qu'on devait pouvoir éviter un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous avons des partis politiques, c'est vrai, de très jeunes partis politiques qui n'ont pas encore eu le temps de former les militants. Moi, je pense que les partis doivent pouvoir immédiatement aller vers ce minimum-là pour créer des écoles partis, des médias de partis qui vont leur permettre, d'abord au niveau national, les cadres du parti de les former. Vous ne pouvez pas avoir de si grands partis qui contrôlent autant de communes sans avoir une formation militante de base que de la base au sommet, tout le monde partage. Sans avoir un idéal commun sur lequel chacun fonctionne au sein du parti. Et tant qu'on ne fera pas ça, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, on va revenir avec les mêmes réformes, on n'aura aucune solution. Et donc, il faut vraiment consolider les partis de la base au sommet pour que nous puissions avoir les changements qu'il nous faut. Et ça, c'est maintenant que ça commence. Maintenant, par rapport à la réflexion sur la ratification des désignations, je pense plutôt qu'il faut aller à une relecture même du code électoral en général pour vraiment créer une cohérence sur toute la ligne. Oui, écoutez, tant que la loi, il y a une possibilité de l'améliorer, allons à l'amélioration. Parce que lorsqu'on atteindra un niveau d'amélioration acceptable, on va créer une stabilité, notre code va peut-être rester 5 ans, 10 ans avant qu'on ait besoin de l'améliorer encore. Mais tant qu'il y aura de ces imperfections-là, c'est une amélioration que nous venons de faire. Et si nous pensons qu'il y a encore d'autres aspects, ou même que dans cette amélioration, il y a des bémols à mettre, nous pouvons nous asseoir, nous entendre entre acteurs politiques, peut-être associer les autres corps et les techniciens du domaine comme M. Kinevo pour pouvoir dire, écoutez, sur ce sujet-là, voilà ce que nous pensons que nous pouvons faire pour stabiliser les élections des conseillers communaux, pour stabiliser l'élection du maire et de ses adjoints, pour stabiliser et sécuriser les chefs d'arrondissement, ainsi de suite. L'essentiel pour nous, c'est de pouvoir avoir des exécutifs communaux qui vraiment restent stables sur la durée de leur mandat pour exécuter vraiment ce pourquoi ils sont là. S'ils sont instables, s'ils sont tout le temps dans des querelles politiques,
quand est-ce qu'ils vont avoir le temps pour pouvoir vraiment mettre en œuvre les actions de développement. Donc il faut vraiment que ce travail puisse se faire. La réflexion peut toujours se poursuivre dans vos 4 coins. Il y aura certainement d'autres personnes qui font les réflexions. L'essentiel, c'est de pouvoir, après, les reverser aux acteurs politiques pour dire, écoutez, sur tel ou tel aspect, nous pensons qu'il y a encore d'amélioration que nous. Moi, je pense que pour... pas renchérir, pour contredire un peu ce que mon ami vient de dire, c'est à croire que vous n'avez pas une lecture assez profonde du fonctionnement des partis politiques aujourd'hui dans la dynamique des réformes politiques. Les partis politiques, les grands ensembles qui sont en train d'être constitués, j'avoue que des dispositions sont en train d'être mises en place, des instruments de quadrillage des militants sont en train d'être mis en place. École politique, ça existe pour le parti auquel moi j'appartiens, qu'on appelle l'Union progressiste. L'école du parti existe et depuis plus d'1 an forme les militants. Il y a des ateliers périodiques qui s'organisent et je crois qu'il doit en avoir, qu'il doit en être de même dans les autres formations politiques. Donc c'est dire que d'ici à là, je suis vraiment confiant que d'ici à là, peut-être que c'est la toute dernière fois et la seule fois qu'on aura à faire ce genre de forcing pour amener les gens. Parce que ça, je peux vous le promettre. Parce que quand vous parlez même de dysfonctionnement au niveau des conseils communaux, je regarde un peu, je ne trouve pas là où d'où ça viendra. Ça peut venir. Parce que si j'ai bonne lecture des tests, il y a 2 conseils communaux. Il y a le premier cas de figure, majorité absolue. La majorité absolue. Et la majorité absolue suppose que le fonctionnement ne doit pas être bloqué, puisque le maire a de son côté la majorité qui lui permettra de fonctionner, de faire passer les différentes décisions. Si au sein de cette majorité, un conseiller arrivait à se rebeller contre le maire, c'est qu'il désobéit à son parti politique. Et je vous dis... Le cas de Parakou, par exemple. Non, mais les cas sont légion. Le cas de Parakou, oui, le cas de Parakou est le cas de Parakou. Pour ce que je sais... C'est le cas de Lalo. Pour ce que je sais... Non, les conseils n'ont pas encore commencé par fonctionner. Parce que la culture militante et partisane doit amener les gens à se rendre compte, à se dire que ce que la Tifou peut faire et ce pourquoi il se bat pour être maire, si tant est que nous sommes du même parti, la Tifou ne doit pas être frustré qu'on choisisse Dieu donné pour dire c'est Dieu donné qui est le maire, puisque nous devons pouvoir défendre les mêmes idéaux au sein du conseil communal, les idéaux de notre parti, puisque le parti a une vision, le parti a des objectifs et le parti c'est sur la base d'un programme, un projet de société que le parti a convaincu l'électorat pour se faire élire, pour que ces conseillers se fassent élire. Donc, conséquence, ce que Inks peut défendre comme idéal de son parti au sein du conseil, Y peut le faire. Et donc, dans ce cadre-là, honnêtement, je ne vois pas ce qui peut faire le blocage dans ce cas de figure. Dans l'autre cas de figure, non mais, vous allez pouvoir m'expliquer. Parce que dans l'autre cas de figure, on a parlé d'accord de gouvernance ou de cogestion. Et à ce niveau, il y a eu quand même un mariage, une petite entente entre les différents contractants. D'accord, le BR et l'UP, oui, qui sont des partis de la mouvance, ont le devoir de se mettre ensemble pour faire avancer les conseils communaux qui nous représentent ou bien. Donc à ce niveau, c'est à ce niveau peut-être qu'on peut craindre des grincements. Et là, je crois que si le leadership du maire est mis en jeu, les gens pourront quand même s'entendre et faire le job pour lequel... Ce n'est pas idéaliste. C'est à ça que nous devrions
pouvoir travailler. Devrions. Et j'ai dit tout à l'heure que les débuts, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut se comprendre parce que c'est humain. Mais avec le temps, avec le leadership de ces partis politiques et des responsables, avec l'accompagnement et l'encadrement qui sera mis en place, vous allez voir que nos conseils communaux vont vous surprendre. Alors, c'est tout le mal qu'on le souhaite, c'est tout. Parce que, avec beaucoup d'humilité, je le dis, j'ai côtoyé les conseils communaux et municipaux depuis 2003. Ça, c'est dans l'ancien système. C'est les mêmes hommes qui sont toujours en place. Et le fait, c'est-à-dire voter un budget, voter une communication du maire est moins important que de voter pour le maire. Et donc, si il y a eu rébellion clairement affichée au niveau du choix du maire, on peut craindre qu'il y ait des situations difficiles au niveau des conseils communaux et municipaux. Mais vous Deuxièmement, avez un aspect avant. Si vous... on a eu ici des maires plébiscités avec beaucoup de choix. Mais après... Et contrairement à ce que le docteur dit, c'est avec le temps que les problèmes viennent. Ouais. C'est-à-dire au début, tout se passe bien. Et on vote facilement. Au niveau des délibérations, ça passe. Et puis, on commence par dire, mais il a été élu comme moi conseiller. Moi-même, je peux être maire. Il fait une délégation pour aller en France. Moi, je ne suis pas dedans. Ils ont donné des marchés à telle entreprise qui doit être proche de sa fille, de son beau-frère. Les problèmes commencent. Maintenant, il faut connaître les sources de déstabilisation des conseils communaux et municipaux pour anticiper. Vous parlez tout le temps des partis politiques, mais il y a une formation qu'il faut donner aux conseils pour qu'ils sachent quel est leur rôle, quelles sont les limites à leur fonction. Si vous prenez les hommes d'affaires de l'environnement, ils contribuent parfois à déstabiliser en parlant à des conseillers un à un. Le parti dont vous présentez les vertus aujourd'hui peut déclencher lui-même la déstabilisation du maire. Le pouvoir politique qui est en place peut déclencher la déstabilisation du maire. Donc, ne dites pas que tout sera rose. Non. Il faut avertir les maires que dès maintenant, il y a plusieurs pièges qui les guettent. Il y a des pièges et il faut qu'ils élèvent le niveau de leur leadership politique, de leur management, parce que l'administration que vous voyez là, pendant 15 ans, c'est le maire qui décide, parfois sur des coups de tête, c'est vrai, je nomme tel, je recrute tel. Et donc, ce personnel-là est un personnel à problème. Et aujourd'hui, la plupart des communes n'ont pas les marges de manœuvre pour gérer ce personnel-là. Donc, vous prenez la tête d'une commune, vous devez gérer d'un côté le conseil, où les gens souvent pensent qu'il y a un gâteau qu'il faut partager, et c'est le maire seul, parce que dès les premiers jours, le maire a une résidence, il a un véhicule de fonction, il a un bureau climatisé. Avec le temps, on achète des véhicules aux adjoints, après des motos au chef d'arrondissement. Et le reste des conseillers, ils sont là. Ils disent, mais on a été élus de la même manière. Et donc, les problèmes commencent comme ça. Donc, il faut que les maires se disent, ce n'est pas parce que j'ai la couverture ou le soutien de mon parti que les problèmes ne vont pas venir. Il vaut mieux commencer par faire former les conseillers sur le plan de la décentralisation. Il vaut mieux commencer par revoir les choses. Ce qui peut sauver un maire, et je le dis toujours, c'est la transparence. Exactement. Lorsque vous faites preuve de transparence et que les règles de gouvernance démocratique sont observées en place, vous êtes un peu à l'abri. Vous avez vu, je ne sais pas si c'est à Djidja ou Zakuta, les conseillers ont voulu destituer un maire, c'est toute la population
qui est sorti pour dire jamais, avec ce que ce monsieur fait, vous ne pouvez pas. Et elles ont mis fin à cette velléité-là. Donc, il faut faire le point des expériences passées et se projeter en prenant toutes les dispositions. Ce n'est pas parce qu'ils auront été désignés par les partis, hein. Non, même là où les maires ont été élus à l'unanimité, attendez quelques mois. Si le maire ne prend pas la mesure de la situation, parce que c'est un pouvoir, c'est pas un ministère où vous êtes assis à Cotonou dans votre bureau, où ceux qui sont autour de vous sont dans les liens hiérarchiques, non. C'est un pouvoir nez à nez, où tous les conseillers là, ils ne sont dans aucun lien hiérarchique avec le maire, sauf les adjoints et les chefs d'arrondissement. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres et se donner des outils de gestion, de management et de leadership pour que la commune soit stable. Vous savez, on parle de désaccord, on parle de crise. Ces choses-là, c'est lié à l'orientation des politiques et c'est lié à votre personne. À un moment donné, le parti ou le pouvoir en place peut dire mais ce monsieur, on n'en veut plus. Donc, à partir de ce moment, il faut vraiment... Les choses prennent des tournures et échappent parfois au maire. Donc, il faut anticiper. Un leader n'est pas surpris. Un leader, c'est celui qui, en s'engageant, sait de quoi ça retourne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les dispositions maintenant. On ne dira pas à un maire, tu gères, mais évite de prendre des risques. Parce que la fonction même vous amène à prendre des risques. Oui. À bousculer les choses. Hein, à pousser le conseil à vous donner l'autorisation pour saisir des opportunités et autres. Mais il faut s'équiper. Il faut avoir un niveau de leadership clair. Alors, parce qu'il y a souvent décalage entre le maire, ses adjoints et les conseillers. Donc ça, c'est un problème qu'il faut régler parce que le leader élève le niveau de ses collaborateurs. Sinon, quand il y a déphasage, vous ne parlerez plus le même langage. Vous n'allez pas vous comprendre. Alors, on finira par faire peur aux maires, hein, mais on va faire un tour de table pour s'interroger sur, généralement, on va dire, le niveau, je ne veux pas dire niveau intellectuel, mais le niveau managérial, le niveau en leadership, ne serait-ce que de façon balayée de ce qu'on a eu comme maire. On a senti comme un retour vers les communes d'un certain nombre quand même de cadres, parfois qu'on ne soupçonne pas en termes de niveau. Est-ce que vous avez fait la même remarque cette fois-ci? Exactement. Moi, je m'en réjouis parce qu'il y a 2 ou 3 semaines, je faisais une discussion, je disais aux gens que nos tests même doivent évoluer pour vraiment définir le profil type du maire et faire en sorte que nous ayons des cadres de conception. Parce que quelqu'un qui doit diriger une équipe doit pouvoir avoir, comme M. Keneva vient de le dire, des outils et un niveau de leadership donné. Au-delà des outils, il faut un niveau de leadership donné. Il faut une qualité intrinsèque à toi pour pouvoir manager les hommes. Et au-delà, tu as une administration que tu gères, une administration constituée de cadres qui vont te soumettre des dossiers que tu peux ne pas comprendre parce que le niveau n'est pas ce qu'il est. Tu es appelé à aller défendre ta commune ailleurs. Tant au niveau national, sous-régional qu'international. Si tu n'as pas les aptitudes nécessaires, si tu n'as pas ce minimum requis, c'est vraiment difficile de pouvoir s'en sortir. Donc aujourd'hui, moi je me réjouis qu'on puisse avoir de jeunes cadres titulaires de maîtrise, de master, des docteurs, des experts comptables qui ont décidé vraiment d'aller servir nos communautés à la base, d'apporter un minimum de leur temps et de leurs compétences pour pouvoir vraiment impulser un développement de nos territoires. J'espère qu'ils vont vraiment produire de meilleurs résultats que ce que nous avons connu de par le passé, que vraiment nos communes vont vraiment en profiter et que nous allons en jouir au niveau national. Je suppose qu'ils ont les aptitudes, je suppose qu'ils ont les compétences qu'il faut. Là où ils pensent qu'ils ont des limites, ils doivent s'attacher les services compétents qu'il leur faut pour pouvoir corriger les failles qu'ils ont dans leur management, et ils verront que leur gouvernance est apaisée et qu'ils arrivent à gérer et les hommes
tant au niveau du conseil communal, de l'administration que de la population et les ressources qu'on met à leur disposition pour le développement de la commune. Alors, docteur, vous êtes, comme on l'a dit en début d'émission, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, mais aussi élu communal, docteur, chercheur. C'est pas, on va dire, c'est pas rare, ne serait-ce qu'au niveau de votre parti. Il y a eu, est-ce que vous avez remarqué, comme je le notais, ce retour-là de certains cadres avant qui s'attachaient à Cotonou vers les conseils, même parfois les plus reculés? Merci, cher ami. Je crois que si vous avez suivi le discours de lancement de la campagne du président Amos Bruno, vous aurez tout compris. Tout compris en ce sens que un diagnostic profond a été fait de la situation de la gestion de nos communes depuis le début de la décentralisation jusqu'à ce jour. Et donc, de ce diagnostic, on a compris que la qualité des hommes en a eu pour beaucoup dans les limites, les échecs et les retards de développement que nos communes ont connus jusqu'à présent. Et donc, à l'Union progressiste, un soin particulier a été mis sur le choix des candidats que l'Union progressiste a présentés sur ces différentes listes. Et ça, vous pouvez le vérifier. De façon à ce que dans presque toutes les communes, les élus UP étaient capables d'assumer la fonction de maire. Donc, dans presque toutes les communes, les élus UP sont des gens d'une certaine qualité à qui on pouvait confier la responsabilité sans hésiter. Sans hésiter. Donc, de cette façon, l'UP est dans une dynamique d'apporter sa contribution à la construction de nos communes. Le développement, c'est de la base que le développement doit se faire pour remonter vers le sommet. Et si nous n'avons pas des hommes de qualité, on ne peut pas aller à ce développement. Et donc, ce que vous avez constaté, c'est toujours dans le sens des réformes politiques, dans le sens de l'amélioration de la gouvernance à la base. Et là, ça rejoint ou ça me permet de rassurer encore mon ami Kinivon pour lui dire c'est normal qu'il l'ait, puisqu'il a plus que moi peut-être collaboré avec les maires, les élus par le passé. Mais aujourd'hui, aucun conseil communal ne fonctionnera comme par le passé. C'est notre souhait. Ça, vous pouvez. Je suis très optimiste pour ce qui concerne au moins l'UP. Aujourd'hui, l'UP a contrôle 41 communes. Et je vais défier M. Franck que d'ici à 6 ans, s'il constate qu'il y a un déphasage, un raté, une destitution, je ne le souhaite même pas, c'est pas évident. Si M. Franck constate que l'une des 41 communes contrôlées par l'UP montre des limites, bon, qu'on va se revoir pour faire le débat. Donc, je veux vous rassurer pour vous dire que en dehors de la qualité des hommes, il y a l'accompagnement. Et j'insiste là-dessus. L'accompagnement de qui? L'accompagnement du parti. Puisque le parti se sent responsable de ses élus. Les élus doivent répondre. Les élus sont les porte-étendards, les porte-drapeaux du parti. C'est vrai que la population aussi sait que c'est le parti qui a désigné. Alors, la population sait, et dans ces conditions, le parti doit pouvoir mettre un dispositif d'accompagnement et d'encadrement de nos élus de façon à ce que les objectifs soient atteints et les objectifs de développement pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et ça, j'en suis certain. Donc que M. Franck s'apaise pour dire ce dispositif école du parti, la Ligue des élus, il y aura des creusets d'échanges qui sont déjà mis en place pour permettre aux conseillers d'avoir la culture, de comprendre le rôle qui est le sien au sein du conseil communal. Il n'est pas là-bas pour déranger, pour empêcher le maire
de faire son travail. Il n'est pas là-bas pour envier le sort du maire. Le maire, et quand vous occupez, vous avez certaines responsabilités, il y a des prérogatives qui sont liées à ça. Mais si le monsieur, le conseiller, n'est pas d'un niveau intellectuel donné pour comprendre les choses, ces petites jalousies peuvent effectivement être ou constituer des sources de crise profonde. Mais avec l'accompagnement que le parti va mettre en place, l'encadrement de son conseil, je crois que les conseils vont fonctionner au mieux de nos souhaits pour que d'ici à 6 ans, que nous constations qu'il y a une véritable révolution à la base. Parce que c'est de ça qu'il est question. On ne peut pas aller au développement de notre pays sans que ce développement n'impacte la base. Et donc, dans cette dynamique, chaque parti politique, chaque formation politique va devoir faire jouer sa partition aux côtés de ses élus pour que nous n'en arrivions pas à des situations de crise. Le profil type du maire aujourd'hui, après leur installation, comparé à celui d'hier? Non, je pense qu'il y a une nette amélioration. Il y a des professeurs d'université, 2 ou 3, qui sont maires aujourd'hui. Il y a plein de docteurs. Pour ne pas dévoiler les secrets, aurait pu l'être aussi à Dassa, bien évidemment. Bon, je sais qu'à Dassa, ça a été un peu compliqué. C'est la clause de la gouvernance communale qui a pu décanter la situation. Donc, c'était un peu plus compliqué de partager les postes à 2 partis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont fini par avoir la majorité. Ils ont eu la majorité. Mon ami est en retard sur la Cour suprême. D'accord. La majorité, lui, a la majorité absolue. Finalement, les 2 sièges leur sont revenus après. Je sais qu'il y avait une erreur matérielle qui a été commise pendant la compilation. Donc, je suis rassuré. Donc, je pense que mon honorable maire a une majorité absolue tout seul, ce qui est une bonne chose. Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà du profil du maire, il faut réformer les organes de la commune. Il faut réformer le conseil communal et en faire un lieu de démocratie et de participation citoyenne. Ça ne l'était pas? Non, pas vraiment. Les gens n'allaient pas assister aux sessions parce qu'il n'y a pas un mécanisme qui décline la démocratie de la commune jusqu'au quartier de ville, au village, en passant par les arrondissements. Donc il faut réformer le conseil communal ou municipal et en faire un instrument de débat, de démocratie, de prise de décision impliquant les citoyens. Maintenant, le maire est l'organe exécutif et je prends le maire en tant que toute l'administration communale. La formule actuelle, à mon avis, a des limites. Le maire est à la fois le président du conseil communal. Moi, je pense qu'on peut le décharger. On peut faire du maire un organe exécutif comme nous avons des agences où il y a un directeur général, comme nous avons des entreprises où il y a un directeur général. Et le conseil délibère, le conseil contrôle. Mais si le maire est à la fois le président et l'exécutif, bon, c'est difficile. Donc, il faut séparer ça. Et il faut renforcer le maire. Aujourd'hui, si vous allez dans les pays anglophones, les communes sont puissantes parce qu'il y a une administration puissante et organisée. On a des pôles d'objectifs au niveau des communes, des collectivités territoriales. On prend l'économie locale, il faut créer la richesse. Il y a un pôle qui s'occupe de ça. Mobiliser les ressources. Aujourd'hui, tout le monde regarde le gouvernement. Non. Il y a des entreprises, il y a des multinationales, il y a des fondations, il y a des organisations, il y a des privés qui peuvent financer le développement local. Donc, il faut un pôle pour mobiliser les ressources. Mobiliser les ressources, même dans des pays anglophones comme la Tanzanie et autres, il y a la participation communautaire où
on met en place un projet et les citoyens de la commune participent financièrement et on a un mécanisme pour leur retrocéder leurs fonds. Mais l'infrastructure est là et tout le monde l'utilise. Donc il y a des schémas aujourd'hui qui existent, mais tels que les communes sont organisées, où le maire est tiraillé entre le conseil et l'administration, il faut lui donner l'occasion. Au Rwanda, c'est toute une autre organisation. On n'est pas obligé de garder la configuration française des collectivités territoriales. Il faut aller vers la configuration des anglophones. Il faut voir au Rwanda, il y a un directeur général. Notre secrétaire général ici n'est pas respecté. Il faut lui donner plus de pouvoir et qu'il coordonne réellement, parce que on a dit la limite légale, c'est savoir lire et écrire le français pour être maire. Mais si nous parlons de management du développement, il y a des gens qui sont formés. Il y a des gens qui sont formés dans les questions de finances. Donc, il faut réorganiser les deux organes. Il faut permettre à l'organe exécutif de fonctionner comme une entreprise, de fonctionner comme les agences, à mon avis. Parce que moi, pendant la crise, quand je regarde en Espagne, en Angleterre ou autre, ce n'est pas le ministère de la Santé ou autre qui intervient, mais c'est des agences, des directeurs d'agences qui ont géré cette crise-là dans ces pays-là. Donc, il faut qu'on réforme totalement le maire, l'organe exécutif, pour permettre, vous voyez, les services administratifs. Il faut un pôle pour s'en occuper et la personne ne fait que ça. On peut avoir de visibilité sur ce qui est fait. La planification urbaine. Comment voulez-vous vous développer si vous ne planifiez pas, si vous n'avez pas un état des lieux crédible et des objectifs à atteindre et vous planifiez tout cela. Donc il faut vraiment que le gouvernement saisisse l'occasion. On est dans un processus de relecture du cadre juridique de la décentralisation. Il faut reformer complètement les deux organes de la commune et permettre aux communes vraiment d'être, en matière de politique et de développement, les portes d'entrée pour porter, même lorsque le gouvernement mobilise les ressources et met en place un programme national, il faut qu'il y ait une visibilité de chaque commune. Aujourd'hui, les agences sont obligées. On dit que 77 communes ne peuvent pas gérer 300 milliards dans un délai de 3 ans. Mais une agence est en passe de gérer cela. Donc ça doit nous inspirer des réformes. Alors finalement, mais vous ne désespérez quand même pas qu'avec le modèle en attendant son changement, qu'un bon leadership peut tirer quelque chose de... C'est-à-dire le modèle limite la capacité d'action. Mais il y a une potentialité qui est là, qu'il faut exploiter maintenant. Je voudrais, si vous permettez, dire à mon ami qui évoque que c'est vrai, c'est bien tout ce qu'il a dit, mais nous n'allons pas sauter des deux pieds joints vers là. Je lui demande de continuer la réflexion, mais pour le moment, avec ce qui est fait, et ce qu'on attend de la 4e mandature, c'est que tout au moins les commissions au sein de nos conseils communaux commencent pas à fonctionner. Non, ça fonctionne. Les commissions fonctionnent toujours. Les commissions fonctionnent même à l'excès. Oui. Et au-delà des 3 commissions permanentes, légales, des communes en ont créé jusqu'à 10. Et le ministre des Finances est obligé d'intervenir. C'est-à-dire les commissions fonctionnent. Le problème, ce n'est pas à ce niveau, à mon avis. Les commissions fonctionnent et les conseillers s'inscrivent. Oui. Il y a des commissions ad hoc parfois. Il y a des commissions qui ne sont pas prévues par les tests, mais que les maires créent de façon permanente aussi. Donc, ça, c'est-à-dire la démocratie au niveau des conseillers, est comme une prise en otage de pouvoir qui doit aller vers la population, vers les citoyens. Et donc, il faut déconcentrer. Il faut libérer le maire, en réalité. Il faut décentraliser. À la base. À la base encore. Le gouvernement, l'État a décentralisé vers les communes
Mais les communes aussi doivent décentraliser à l'interne. Et ça, il faut des mécanismes. Vous voyez, aujourd'hui, on dit il faut faire 2 redditions de comptes. Pas 1. Sinon, vous aurez des problèmes pour FADEC de l'année qui suit. Donc, vous verrez que les maires font ça. Ils font ça vers la fin de l'année. Ils font ça et généralement, ce n'est pas de qualité. Parce que si vous me rendez compte de comment vous avez géré, par exemple, l'état civil, on doit retracer le niveau où c'était, ce qui a été fait, les ressources, les difficultés. De sorte que si je prends le document de reddition de compte et que je me retourne vers la comptabilité, je dois voir tout ce qui a été fait comme mouvement de fonds. Et c'est ça que les citoyens prennent. Et s'ils ont des pétitions, s'ils ont des doléances, ils envoient au conseil et la loi fait obligation au maire de programmer pour qu'on discute. Mais si vous me dites, l'état civil, on a fait si, sans donner les précisions. Et sans débat. Donc, il faut mettre des mécanismes pour obliger, lorsque nous voulons faire par exemple la session budgétaire, on peut déjà prendre le projet de budget, aller dans les quartiers pour dire voilà ce que nous voulons faire de votre argent l'année prochaine. Quelles sont les contributions? Quelles sont les contre-propositions? Les gens débattent et il y a un PV ou un rapport au niveau de chaque quartier, au niveau de chaque arrondissement qui remonte maintenant et on fait une session bien démocratique où on décide. Échanger. Lorsque vous faites ça, quelle est la conséquence? C'est que le citoyen se sent valorisé et donc il paye les impôts plus facilement. Il y a des pays où lorsqu'on fait ces genres de procédures, d'exercices, merci docteur, on se rend compte que les gens disent mais il vous manque de l'argent pour telle infrastructure. Nous on peut contribuer. Donc il y a des contributions qui s'ajoutent aux prévisions budgétaires et donc on évolue. Mais si ce n'est pas comme ça et que c'est dans les 4 murs où on prend le budget passé et on applique, le ministre de la décentralisation a été obligé de recadrer l'évolution des budgets au niveau des communes parce qu'on peut passer de 1 milliard à 3 milliards et à la réalisation, vous vous rendez compte que c'est 15-20% qui a été réalisé. Donc il y a des choses qu'on peut améliorer et on peut le faire progressivement. On n'est pas obligé de changer du jour au lendemain les choses. Mais c'est une culture. Lorsque vous êtes à la base, lorsque vous êtes maire, il faut vous inscrire dans une démarche de résultat. On a des objectifs. Voilà les objectifs de notre commune. Il faut les connaître. Il y a des communes où le maire ne connaît même pas les objectifs. Comment est-ce qu'on peut atteindre des objectifs qu'on ne connaît pas identifiés? On dit que le plan de développement communal, on va chercher des cabinets qui font tout. Non, il y a une démarche qui doit venir de la base. Des quartiers de ville, des villages qui remontent et vous faites la synthèse. Et à chaque étape, vous retournez les synthèses au niveau des populations et les gens se retrouvent dedans. Lorsque vous avez un PDC comme ça, même si vous n'en avez pas les moyens maintenant, vous avez des horizons, des perspectives. Et vous savez, là où on va, on a fait 3 générations de PDC. Ça nous a déplacé de quel point à quel point. Donc, il faut pouvoir évaluer tout ça. Alors, voilà, avant, bien évidemment, d'amorcer ce grand changement-là, on peut peut-être revenir dans les petits enjeux, mais les enjeux, on va dire, imminents de nos conseils communaux et donc des nouveaux maires. On a déjà parlé du premier enjeu, c'est de faire en sorte de retrouver la cohésion au sein des conseils. C'est un enjeu politique. C'est très important parce que la commune est d'abord un espace politique où beaucoup de choses se jouent. Il faut veiller à ce que cet enjeu puisse être relevé. Et l'autre enjeu majeur, c'est, comme vient de finir par là, Franck, c'est la question de planification du développement. Voyez-vous, tel que nous concevons la planification de notre développement dans nos communes pose beaucoup de problèmes. Bon, jusqu'à la 2e génération, on exportait des cabinets qui venaient sans même pratiquement prendre en compte les cadres communaux pour aller écouter quelques citoyens sur le territoire pour élaborer des documents.
qui 5 ans après se révèlent des documents utopiques qui n'ont pas été mis en œuvre à plus de 10-15%. Ça pose un problème. Une commune qui n'arrivait pas à mobiliser 500 millions par an, qui sur 5 ans a une planification de développement de 5 milliards à 10 milliards, ça pose un problème. Et donc, il faut que nous revoyions les choses. Il faut que nous identifions les priorités avec les populations à la base. Aujourd'hui, oui. Franck parlait de cabinet, où vous êtes un planificateur, je sais, oui. Aujourd'hui où la situation en est, où les gens les choses ont légèrement évolué, légèrement dans la mesure où le cabinet est parfois là pour juste accompagner l'administration communale dans le processus de planification. Et comme je le disais, il y a un an, des collègues d'une commune, ils ont les potentialités au niveau local pour élaborer par eux-mêmes leur plan de développement communal. L'argent qu'on investit au niveau des cabinets peut permettre parfois à des cadres communaux d'aller, de partir de leur connaissance du territoire, de ce qu'ils ont vécu au niveau de l'administration communale, des réalités qu'ils connaissent de la mobilisation financière, aller vers les populations, puisque dans tous les cas, tous les trimestres, ils sont obligés d'aller sur le terrain, d'identifier village par village quelles sont les priorités et par rapport à ces priorités, faire une hiérarchisation pour dire, compte tenu de l'évolution de nos finances, nous pouvons réellement tenir en 5 ans pour réaliser X ou Y, pour faire en sorte que le développement puisse s'équilibrer au niveau du territoire. Mais malheureusement, pour diverses raisons, nous n'en sommes pas encore là, mais je pense que avec les réformes en cours, nous allons pouvoir y parvenir progressivement. Mais comme le disait Franck, il y a d'abord une question de ressources humaines qui se pose dans certaines administrations communales. Il y a des cadres qui sont parachutés par des acteurs politiques qui ne sont pas nécessairement aptes, qui parfois ont acquis l'expérience sur le terrain, qui ne sont pas parfois techniques telles qu'il le faut pour pouvoir conduire un certain nombre de processus, mais dont on ne peut pas se débarrasser. On ne peut plus se débarrasser. Parce que... Et donc, ils sont non, pas nécessairement parrainés. En contrat. Et donc, c'est aujourd'hui difficile de se libérer de ces cadres-là au niveau de nos territoires facilement. Et recruter, c'est un autre casse-tête parce qu'il faut nécessairement mobiliser les ressources pour pouvoir faire face aux nouvelles charges que nous créons et avoir l'autorisation désormais du ministre. Et donc, c'est toute une procédure et sur laquelle il faut travailler. Le troisième enjeu que moi je trouve sur lequel il faut vraiment qu'on travaille à partir de maintenant, c'est l'assainissement de notre cadre de vie. On parlait de l'urbanisation, il faut aller au-delà de... C'est-à-dire, on a fait des expériences dans ce même Bénin qui ont marché pendant la période révolutionnaire. On a vu comment est-ce que nous avons assaini par nous-mêmes, citoyens, notre cadre de vie. Nous pouvons réinventer ces modèles-là, nous pouvons adapter ces modèles au processus de décentralisation et faire en sorte que la communauté par elle-même puisse prendre en charge son assainissement au-delà de l'urbanisation que et l'État et les collectivités territoriales vont mettre en œuvre. Ça va nous aider par nous-mêmes et à vraiment vivre dans un cadre décent au niveau de nos territoires. Voyez-vous, aujourd'hui encore, nous avons des communes où même nous n'avons pas de dépotoir, nous n'avons pas de structure de collecte, nous n'avons rien. Et donc, nous vivons avec des dépotoirs sauvages dans les quartiers, à côté des maisons, des habitations, et ce n'est pas vraiment beau à voir. Et donc il faut vraiment qu'on travaille sur ces axes-là. Le dernier élément sur lequel je souhaite intervenir comme enjeu, c'est la question des ressources. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est très beau, mais s'il n'y a pas de ressources qui accompagnent les communes, on ne pourra pas vraiment s'en sortir. Et donc il faut d'abord que chaque commune puisse identifier les potentialités qu'il y a, les niches financières qu'il y a au niveau de son territoire pour vraiment les exploiter. Nous avons tout le temps travaillé à ne voir que les potentialités liées aux impôts, au fisc, aux taxes, alors que les communes ont beaucoup d'autres potentialités qu'il faut explorer, sur lesquelles les investisseurs peuvent venir, que ce soit des entreprises ou des partenaires techniques et financiers, pour vraiment développer ces potentialités qui vont nous permettre d'engranger d'autres ressources non fiscales qui permettront de mettre en œuvre le développement. Il y a des ressources innovantes sur lesquelles nous pouvons travailler, sur lesquelles nous pouvons réfléchir, mais ça suppose que au niveau du conseil communal, au niveau de l'administration communale, au niveau de l'exécutif communal, que les gens vraiment aient cette vision-là, cette ambition
vraiment de conduire leur commune vers le développement et qui travaillent à ce que, quel que soit l'endroit où les ressources se trouvent, au Bénin ou ailleurs, que ces ressources puissent être mobilisées. Et l'État doit veiller de son côté à vraiment transférer plus de ressources dans nos communes. On ne peut pas concevoir que nous ayons eu des budgets de 2 milliards et que même 10% ne soit pas allé. Il faut un minimum de 30%. Puisque le développement, nous voulons que ce soit intégré désormais, il faut que ça parte de la base, il faut que nous équilibrons tout ce développement-là. Il faut vraiment que l'État puisse investir pour accompagner les 77 communes dans le processus dans lequel nous sommes. Alors, Dieudonné Arro, historien de l'économie, s'il fallait faire le bilan économique de cette décentralisation-là, je sais qu'on n'en finirait pas, mais quand même, les enjeux, les petits enjeux, pour trancher avec ce que nous avons eu comme effet après les 3 mandatures. Non, mais je crois que les deux amis ont déjà dit l'essentiel par rapport aux enjeux. Et ce que moi j'ajouterais tout simplement, c'est de dire que il va falloir que nous allions posément, à pas de caméléon, peut-être, parce que c'est une nouvelle école. C'est une nouvelle expérience que nous voulons faire. Et donc, en termes d'enjeux, c'est d'abord l'amélioration de la qualité. Vous parlez de la décentralisation à l'ère des réformes partisanes? La décentralisation à l'ère... En tout cas, moi, je prends départ de la 4e mandature. Ce qui a été fait jusque-là, les pionniers ont fait ce qu'ils ont pu faire avec leurs succès et leurs échecs. Et donc, il faut pouvoir être indulgent vis-à-vis de ceux-là. Mais il faut capitaliser aussi. Il faut capitaliser parce qu'il y a vraiment de belles expériences au niveau de territoire. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Mais la nouvelle gouvernance politique à la base, même si elle doit partir des acquis, je dis, en termes d'enjeux, c'est des enjeux pour moi, des enjeux très simples. Premier enjeu, c'est de pouvoir assurer la qualité des hommes. La qualité des hommes, nous avons parlé de la qualité des élus tout à l'heure. Il y a aussi la qualité de l'administration communale. Suleiman l'a dit. Il l'a dit, cette qualité, il y a un personnel parfois pléthorique. Il y a des gens qui ne sont pas... qui n'ont vraiment pas leur place là, le profil ne cadre pas et qui constituent des passifs que les administrations locales traînent. Il faut pouvoir travailler pour assurer leur peut-être recyclage, leur formation et autres, assurer d'abord la qualité des hommes. Ensuite, enjeu, c'est de travailler aussi pour assurer l'existant. Vous avez dit, et je valide et j'accepte avec vous, que les acquis. Et dans cet environnement de grandes réformes, les infrastructures, le PAG avec le niveau d'exécution que nous lui connaissons aujourd'hui, les infrastructures, ce qui est fait, il faut pouvoir sauvegarder ça. Ça doit être un enjeu prioritaire parce que si vous construisez une pompe à motricité humaine qui est détruite 2 mois, 3 mois, 6 mois après, vous êtes obligé de courir pour la renouveler. Donc, il faut pouvoir sauvegarder les acquis et sauvegarder l'existant en assurant une bonne gestion de ces infrastructures, une gestion transparente avec la culture de la reddition de comptes. Et moi, j'ai été suffisamment heureux tout à l'heure d'entendre que le contribuable qui est à la base, il peut payer facilement ses impôts s'il sait ce qu'on fait avec son argent. Et donc, le maire et son conseil doivent travailler pour que la reddition de comptes entre dans les habitudes de gouvernance, de façon à ce que l'existant soit sauvegardé. Nous avons de grandes artères aujourd'hui, les routes qui sont construites, on peut travailler, si nos conseils peuvent déjà travailler pour desservir ces artères-là en améliorant les pistes rurales de façon à ce que les paysans et que les activités économiques puissent se mener
correctement à l'intérieur de chaque commune pour que le paysan soit valorisé, puisse valoriser sa production et autres. Je crois que ça va constituer une bonne base de nouveaux départs pour des enjeux plus grands. Donc, la culture de l'entretien de l'existant, il faut que nous puissions l'avoir et l'exiger dans les habitudes de nos dirigeants à la base. Alors, c'est vrai que pour certains conseils, bien évidemment, il n'y a que asphaltage et bien d'autres initiatives gouvernementales sont passées par là. Il faut vraiment entretenir. Alors, vous, en juste, on va dire, quelques minutes, vos enjeux, au-delà des aspects que vous avez déjà énumérés, à savoir le besoin notamment de réformer le système de décentralisation lui-même et aussi les enjeux politiques, les autres aspects au niveau des enjeux. Non, je pense qu'il faut aujourd'hui redéfinir les relations entre le gouvernement et les collectivités territoriales. Il faut que la complémentarité qui doit exister entre l'État et les collectivités territoriales s'affirme davantage. Clairement. Et que les collectivités territoriales s'intègrent, s'inscrivent dans la dynamique de développement local qui existe aujourd'hui au niveau du gouvernement à travers beaucoup de projets qui relèvent des compétences communales. Donc il faut travailler avec le gouvernement pour développer, pour mettre en place les infrastructures qui nécessitent beaucoup de ressources et qui ne sont pas à la portée des collectivités territoriales. Deuxièmement, l'enjeu économique. On a passé 17 ans à parler de démocratie locale. On n'a même pas bien réussi la démocratie locale, mais il faut fondamentalement passer à un autre thème. L'économie locale. Et Développement. si vous parlez développement, il faut mettre l'économie. Développement économique, oui. En même temps, donc ça c'est un enjeu essentiel. Chaque commune a des potentialités, il faut les identifier, les valoriser et inscrire la commune dans une économie réelle de création de richesses. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où il y a l'agenda 2030, il y a les fonds climat. Il faut que nos communes, c'est pas seulement les Sénégalais, les Ivoiriens, les communes de l'Afrique du Nord et anglophones qui vont capter ces fonds-là. Il faut qu'on s'organise. Il faut que les communes travaillent vraiment à aller chercher ces financements. L'Union européenne, c'est des dizaines de milliards pour les collectivités territoriales. Mais il faut venir avec, répondre à un appel à projet. Et donc, dans la compétition, le Bénin ne se retrouve pas encore. Il faut régler ces problèmes-là, les fonds climat, où vous verrez au niveau des Ivoiriens, des Sénégalais, décrocher des milliards. Mais ici, ce n'est pas le cas. Le partenariat public-privé, il faut rentrer dedans. Et aussi, il faut véritablement que les collectivités territoriales puissent travailler en mettant l'accent sur des objectifs à atteindre. C'est-à-dire, quand vous venez, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous n'êtes pas obligé de dire, on m'a donné, j'ai 60 compétences, je dois exécuter les 60. Non. Chaque commune a des priorités, a des besoins. Il y a des communes où c'est juste une voie bitumée qui va déclencher le développement économique. Donc, il faut que le conseil, même si ce n'est pas de sa compétence, travaille à ce que cette infrastructure ait lieu. Donc, elle soit réalisée. Donc, il faut que les communes aujourd'hui travaillent. L'agenda 2030, j'ai dit, il y a beaucoup de ressources. Donc, il faut qu'on s'organise parce que la décentralisation, on a comme l'impression que tout doit peser sur l'État. Mais l'État, on ne doit pas dédouaner l'État parce que les ressources que l'État utilisait avant pour exercer ses compétences qui se retrouvent au niveau des communes, il faut qu'il envoie quand même un peu. On est à moins de 5% de transfert sur les recettes budgétaires propres de l'État seul, mais l'objectif c'est 15-20%. Donc on est loin. Si vous prenez les documents de planification de l'État, on a inscrit 15%. Donc il faut faire l'effort d'aller à défaut de 15% à 10%. Donc il y a beaucoup d'enjeux
Mais je pense que ensemble, le fait qu'il y ait aujourd'hui ces élections-là, on peut espérer ce qu'on appelle un nouveau départ au niveau des collectivités territoriales pour la tutelle. On doit réformer la tutelle. La tutelle, c'est plus accompagner que sanctionner. Donc, il faut réformer tout ça parce qu'après 17 ans, on a quand même vu les faiblesses qu'on peut corriger. Chez nous, les lois là, datent de 99. Aujourd'hui, ça fait 21 ans qu'on a promulgué ces lois-là. Sinon, ces lois, leur origine, c'est peut-être 97. Donc, il faut retoucher ces lois-là. Il faut les rendre au goût du jour. Allez, messieurs, je ne vous donnerai pas l'occasion du dernier tour de table. On a fini par les enjeux. D'ailleurs, c'est accrocheur. Nous espérons, j'espère, pouvoir vous avoir encore parce que la décentralisation, nouveau format comme le veut Dieudonné Ao, c'est à partir de ces élections-là. J'espère vous avoir pour, pourquoi pas, voir comment est-ce que ces maires nouveaux, ces nouveaux maires donc font leur pas d'ici quelques semaines, pourquoi pas peut-être d'ici quelques jours. Alors, Franck Kenevo, merci à vous. Merci. Votre marigot, c'est la décentralisation. Nous aussi, le nôtre, c'est le développement. On est obligé d'être toujours ensemble. Planificateur, mais un monsieur quand même des OSC ici au Bénin, Souleymane Koto, merci d'avoir tout sacrifié pour être avec nous. Et puis, Dieudonné Ao, c'est élu communal, ancien chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, historien de l'économie. Merci à vous pour à la fois la politique et les recherches. À la prochaine fois, amis téléspectateurs.